Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Donc, moi je pense qu'au contraire, contrairement à ce que j'ai pu entendre, je pense qu'il y a urgence à agir. Et je dirais qu'un certain nombre d'entre nous savent très bien de quoi il ressort, puisqu'ils étaient déjà là dans l'ancienne législature et que nous en avons parlé pendant 5 ans. Donc je crois qu'il y a urgence à agir, ne serait-ce que déjà parce que quand vous vous promenez sur les marchés ou ailleurs, il faudrait être autiste pour ne pas entendre ce que nous disent nos concitoyens. Et je ne vous raconte pas combien m'ont demandé si j'employais ma femme, par exemple. Un nombre non négligeable. Donc, il y a urgence. Alors, moi, j'aimerais attirer votre attention, Madame la Ministre, sur, en particulier, les causes d'inéligibilité. Parce que nous avions voté une loi en 2016, en première lecture, et qui avait bien élargi, finalement, les notions d'inéligibilité. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait des problèmes de constitution. Pour autant, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne supportent plus que celui qui fait la loi qui contraint ou la loi qui oblige à payer l'impôt, eh bien celui-là ne soit pas exemplaire. Fut un temps, sans doute, les élus étaient mis sur un piédestal et finalement, on leur passait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Celui qui utilise l'argent public, celui qui a la puissance publique, doit être encore plus exemplaire que le commun des mortels. Donc je ne voudrais pas que notre loi se limite simplement aux questions de probité, parce que je pense que cela nous serait reproché. Sur la question de l'indépendance finalement du parlementaire. Alors cette indépendance, elle est évidemment de par la loi. Donc je remarque qu'on ne touche pas à l'immunité parlementaire et j'en suis satisfait. L'IRFM, ça nous permet tout simplement au niveau financier de pouvoir exercer notre mandat. Donc la seule chose que je demande, évidemment, il faut de la transparence. Et c'est vrai qu'on a rappelé les droits de l'homme et que finalement, celui qui contribuait était aussi celui qui devait voir où allait son impôt. Pour autant, je ne voudrais pas qu'on tombe dans une usine à gaz qui soit finalement de la non-simplification administrative. Moi qui, pendant 5 ans, me suis battu contre ce fléau qui touche tout le monde, y compris les collectivités locales et bien sûr nos entreprises. Donc quelque chose de simple et de transparent. Quant à la réserve, on me dit qu'on pourrait la supprimer effectivement. Alors ça permettait d'avoir un lien au moins avec les concitoyens et avec les maires. Si on la supprime, soit, dans ces cas-là, comment on fait que le parlementaire rencontre, j'allais dire, des vrais gens avec des problèmes réels, avec des besoins et des attentes. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on le met dans les questions de DETR? Est-ce que c'est des questions que l'on peut poser, évidemment, parce que des députés qui seraient simplement à Paris, me semble-t-il, eh bien, ne prendraient pas en compte le territoire dans lequel ils ont été élus. Et ça, c'est ce que nous demandent nos concitoyens, de prendre en compte leurs besoins réels. Je vous remercie. Bien. Je vais donner la parole à M. Viala.